Eh bien, voilà, nouvel entretien avec notre invité sur le plateau télé, les Open Talk de Décision Santé du quotidien du médecin, ici à Paris Healthcare Week, Hôpital Expo. Et nous recevons un médecin libéral, le président de la CSMF, la CONF, la présidente de la Confédération des syndicats médicaux français, le docteur Jean-Paul Ortiz. Alors, vous êtes venu là pour voir les confrères hospitaliers, les amis hospitaliers ou alors les adversaires hospitaliers. En fait, vous êtes venu quand même également participer à un débat sur les groupements hospitaliers de territoire. En quoi les médecins libéraux que vous représentez, encore que vous travaillez dans des cliniques aussi, vous, à titre personnel, hein, vous connaissez bien l'hôpital. Alors, mais en quoi vous avez réfléchi, je termine ma question, en quoi les GHT vous intéressent-elles? Vous intéressent-ils, les groupements? Je suis venu ici au salon Hôpital Expo, Paris Healthcare Week, sur invitation de la FHF, pour participer au débat autour des groupements hospitaliers de territoire tels que la loi les prévoit et tels qu'ils sont en train de se mettre en place. Et je dois dire que j'ai écouté tout le début du débat et bien entendu ce que je pensais avant de venir et ce que j'ai pu écouter pendant tout le début du débat m'a montré combien cette appellation groupement hospitalier de territoire était erronée. En réalité, la réforme mise en place va mettre en ordre de marche, en ordre de cohérence avec un projet médical hospitalier partagé, l'ensemble de l'offre de soins hospitalière publique. Et donc, il serait plus logique de parler de groupement hospitalier public. Parce que le territoire en matière d'offre de soins, je le rappelle, comporte certes l'hôpital public, mais aussi l'hospitalisation privée, mais surtout la médecine libérale, que ce soit la médecine du premier recours, autour du médecin traitant, autour du médecin généraliste, et la médecine spécialisée de proximité. Et on est dans ce pays avec une richesse, une originalité que beaucoup d'autres pays nous envient, puisque nous avons une offre spécialisée de proximité qui évite un recours désordonné à l'hôpital. En d'autres termes, vous voulez dire que vous ne vous y retrouvez pas? Ça ne s'est pas amélioré avec les décrets Je dis simplement que les groupements hospitaliers de territoire sont l'opportunité pour l'hôpital public de se restructurer dans son organisation hospitalière et que malheureusement, ce que je crains, c'est que nous restions dans un système de santé en tuyau d'orgue et que la médecine libérale, dans sa dimension de premier recours, dans sa dimension de médecine spécialisée de proximité, dans sa dimension exerçant en hospitalisation privée, soit complètement exclue de cette organisation qui se voudrait territoriale. Et donc, je dis et je redis qu'il n'y a pas un groupement hospitalier de territoire en tant que tel qui va se mettre en place dans ces conditions-là. C'est la mise en cohérence des structures hospitalières publiques. Il nous manque tout un pan de l'offre de soins. Et je le dis aussi, les patients choisissent avec leurs pieds. Et ils vont dans les différents secteurs alternativement. Ils vont à l'hôpital public ou en hospitalisation privée, voir leur médecin généraliste de proximité, voir leur spécialiste de proximité. Et c'est bien ça qu'il nous faut organiser. Parce que sinon, nous n'arriverons pas dans ce pays à relever le défi du vieillissement, de la polypathologie et de la dépendance. La ministre de la Santé vous répond oui, d'accord, les groupements hospitaliers de territoire, c'est plutôt pour les hôpitaux publics. Elle n'exclut pas, dit-elle, les cliniques privées. D'ailleurs, nous avons trouvé le président de la Fédération de l'hospitalisation privée, Lamine Garbi, qui était là il y a quelques instants à votre place, plutôt conciliant, enfin je vous le dis, bon. Et puis la ministre répond, dans le fond, il y a également les communautés de territoire qui doivent vous impliquer. Bon. Alors, tout à fait, l'enjeu il est là. Comment l'hôpital va se restructurer en cohérence, dans une logique effectivement qui sera une logique territoriale hospitalo-centrée, et ça c'est le problème de l'hôpital public, et comment cette organisation territoriale hospitalière va s'articuler avec les autres acteurs de l'offre de soins et même au-delà, avec les acteurs du médico-social, avec les acteurs des EHPAD, des soins de suite, etc. Et ça, pour la médecine de ville, ça peut passer
par cet outil que la loi de modernisation de santé met en place, ces fameuses communautés professionnelles territoriales de santé. C'est un outil qui devrait permettre de mieux organiser l'offre de soins de proximité autour des professionnels. Mais le problème de ces CPTS, dont on parle beaucoup pour parler de l'acronyme, c'est de veiller à ce que ces communautés professionnelles territoriales de santé ne soient pas des machins organisés par les ARS avec une vision bureaucratique des choses, mais soient au contraire des structures souples aux mains des professionnels qui doivent être les principaux acteurs de cette organisation des soins sur les territoires et à ce moment-là qui pourront s'articuler avec Jean-Paul les Ortiz, GHT. ça avance parce que ça a été un des, pas le principal, mais ça a été un des sujets d'opposition entre vous, médecins libéraux, et le ministère de la Santé. Bon, est-ce que ça s'est un peu amélioré? Est-ce que vous avez des assurances? Est-ce que ça avance? Est-ce que vous êtes mieux disposé? Est-ce que vous ferez des efforts, etc.? Nous avons beaucoup plaidé lors du débat sur la loi de santé pour que les mécanismes d'organisation de la médecine de ville, de la médecine de proximité, soient des mécanismes qui partent du terrain, que ce ne soient pas des mécanismes up-down. Non, mais ça vous me l'avez dit. Mais est-ce que ça marche? Aujourd'hui, est-ce que vous êtes content? Aujourd'hui, avec les décrets qui sont en phase de concertation, nous allons voir comment c'est organisé. Je dois dire que la première mouture du décret concernant l'organisation, en particulier des plateformes territoriales d'appui, allait complètement à l'encontre de ce que je viens de décrire. Et encore une fois, la tentation d'une organisation bureaucratisée dépendant des ARS est tellement forte que le premier projet de décret que nous avions sur les plateformes territoriales d'appui, elles étaient organisées par les ARS. Et c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, de façon à se baser sur les professionnels de terrain, sur les médecins de terrain et les communautés. Vous êtes toujours aussi opposé aux agences régionales de santé. Je sais que la Fédération de l'hospitalisation privée a publié une sorte de sondage de satisfaction en disant que finalement, ils n'étaient pas, eux, libéraux ou acteurs privés, ils n'étaient pas satisfaits du travail des ARS. Écoutez, les agences régionales de santé, ce sont des structures d'organisation qui représentent la décentralisation de l'État ou le bras armé de l'État dans les territoires. Ce n'est pas un problème d'opposition ou pas, je dis simplement que les agences régionales de santé sont restées des ARH, des agences régionales hospitalières. Et malheureusement, il y a une très grande méconnaissance de la médecine de ville, de la médecine libérale au niveau des ARS. Mais vous savez ce qu'ils vous répondent. C'est un déficit majeur dans l'ensemble de notre système. Mais ils vous répondent que quand ils veulent s'intéresser à vous, vous ne vous voulez pas. Parce que ce que nous souhaitons, c'est que les ARS soient des accompagnateurs des projets portés par les médecins libéraux et que des obstacles à un portage de projets par les médecins libéraux. Le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dérive extrêmement bureaucratique des choses, avec une série de normes, de règles, de dossiers, de démarches à faire. Et au contraire, il faut que les agences régionales de santé soient des structures facilitatrices. Et vous ne voulez pas de contrôle, c'est ça? D'accompagnement. C'est pas un problème de contrôle. Moi, je souhaite qu'il y ait une évaluation au fur et à mesure des projets et de leur mise en place. Je suis tout à fait d'accord pour un accompagnement évaluatif, mais par contre, je ne veux pas qu'il y ait une standardisation et une médecine normée qui soit dictée par la bureaucratie des ARS. Voilà la problématique. Ici, Jean-Paul Ortiz, on a rencontré, parce que c'est quand même ça le principal des sujets, il y en a 2 ou 3, il y a les urgences, certes, mais enfin, il y a le traitement de la, entre guillemets, désertification médicale, enfin démographie médicale. On a rencontré beaucoup d'hommes politiques à cette tribune et ça reste, ils continuent à s'inquiéter beaucoup du manque de médecins dans les ruralités, dans les communes rurales ou hors des centres principaux, quoi. Oui. Alors, je voudrais faire 2 remarques à ce niveau-là. D'abord, les problèmes qu'il peut y avoir sur le terrain sont relativement limités aujourd'hui. Gardons-nous de faire de quelques cas dont on parle des problèmes généraux sur la répartition des médecins dans le territoire. Deuxièmement, il va quand même falloir que nos élus, une bonne fois pour toutes, comprennent qu'ils n'auront pas un médecin au pied de chaque clocher de notre France
avec ces nombreux villages. Aujourd'hui, les médecins, ils vont exercer de plus en plus en équipe, ils vont exercer en médecine de groupe, ils vont exercer dans des structures regroupées entre plusieurs médecins avec d'autres professionnels de santé. Et donc, dans l'exemple des maisons de santé pluriprofessionnelles, mais il y a d'autres exemples organisationnels, et c'est ça la médecine de demain. Donc effectivement, nous aurons de moins en moins un médecin qui travaillera seul dans un bourg de quelques centaines d'âmes, mais ça sera forcément des médecins qui travailleront à plusieurs dans des structures regroupées avec des infirmiers, des kinés, d'autres professionnels de santé, et qui auront une logique d'offre de soins territoriale. Parce que la territorialité, elle se bâtit sur le terrain, au plus près des patients, parce que c'est ça le cœur de ce que nous devons bâtir dans notre système de santé. Quel est l'état d'esprit des médecins libéraux aujourd'hui? C'était pas très bon il y a quelques semaines. Est-ce que ça s'est un peu amélioré, ou quelques mois, avec ce tiers payant généralisé? Il n'est pas très bon, et il continue à ne pas être bon pour une raison simple, c'est que aujourd'hui les médecins libéraux croulent sous le travail, avec des engagements professionnels en termes de temps de travail qui sont très importants, 56 heures en moyenne par semaine, je le rappelle, avec des niveaux de revenus et une demande en matière d'offres, en matière de soins de la part de la population qui est extrêmement lourde, avec des patients de plus en plus âgés, de plus en plus polypathologiques, et avec le sentiment qui est partagé très largement par la médecine libérale, d'acteurs en face qui n'ont pas saisi ce grand malaise de la médecine libérale. Et le conflit avec la ministre de la Santé, qui dure depuis maintenant presque 2 ans, s'est enquisté. Il n'est pas réglé. Il continue à ne pas être réglé. Et il y a un vrai désamour et un manque de confiance majeur de la part des médecins libéraux vis-à-vis de nos interlocuteurs, que ce soit l'État, que ce soit l'assurance maladie. Et oui, la médecine libérale va mal de ce point de vue-là. Vous la signez, cette convention, ou pas? Vous allez la signer? Écoutez, parti comme c'est parti, vu les premières réunions, ça me semble aujourd'hui extrêmement difficile. Après, la CSMF a toujours été un syndicat qui a négocié jusqu'au bout de ce qu'il pouvait négocier. Il négociera jusqu'au bout. Mais la décision ultime, c'est l'Assemblée générale de la CSMF, bien sûr, qui la prendra. Au jour d'aujourd'hui, l'heure n'est pas à l'optimisme, je le dis très clairement, et je vois mal comment, dans la situation actuelle, vu le degré d'attente et de crise de la médecine libérale, et vu à la fois la situation économique d'un côté et la faiblesse de ce que l'on pourra nous proposer de l'autre, je vois mal comment on va pouvoir signer une convention. Vous avez encore combien de mois de négociations? Jusqu'à grosso modo mi-juillet, mais je crains malheureusement que les choses soient extrêmement difficiles et que nous n'aboutissions pas. Et alors, s'il n'y a pas de signature, c'est l'État qui prend la main? Écoutez, s'il n'y a pas de signature, il y aura un règlement arbitral et le conflit perdurera, et nous verrons ce qui se passera dans les mois à venir en fonction de l'évolution du contexte politique. Vous nous tiendrez au courant? Bien sûr. Merci Jean-Paul Ortiz d'être venu chez nous voir. À bientôt. À bientôt.